Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saint-Etienne a rendez-vous au stade Pierre-Mauroy ce week-end, ce samedi plus précisément, pour affronter le LOSC. Et évidemment, on se retrouve pour notre traditionnel avant-match sur Peuple Vert. Et justement, aujourd'hui, je suis toujours en très bonne compagnie avec Romain. Romain, comment te portes-tu aujourd'hui ? Eh bien écoute, tout va bien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec un match que j'ai hâte de voir demain, du moins après-demain, pardon. Et évidemment, toujours aussi avec accompagné de notre valeureux Sylvain. Sylvain, comment vas-tu pour débriefer ce match ? Écoute, je sais pas comment prendre le terme de valeureux, je t'avoue. Et je vais bien, je te remercie. J'ai hâte de voir le match également de ce week-end parce que selon moi, on accueille la deuxième meilleure équipe du championnat derrière le Paris Saint-Germain, qui a d'ailleurs été une nouvelle fois très brillante hier soir contre Feyenoord. Donc ça va être un sacré match. Une rencontre que l'on analysera avec nos traditionnels extraits avec Raphaël du média du Petit Lillois. Mais avant, c'est la période, on est obligé de passer par cette case. Le mercato stéphanois bat des ailes. On a eu l'officialisation de Cardona, un coup d'arrêt dans le dossier Mimovic. Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un débrief de ce mercato, de son avancée ? Alors, bas des ailes, je sais pas si ça se dit bien, bas de l'aile, ouais, mais alors on va reprendre un petit peu ce qui se dit. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que le mercato il se termine lundi soir à 23h. Donc à partir de là, pour l'instant, ce qui est fait, c'est Kervin Cardona a fait son retour à la SS. C'est quelque chose qui a pris plus de temps que prévu. Le joueur voulait à tout prix venir, mais il y avait également Augsbourg, il y avait également l'Espagnol Barcelone. Et du coup, entre ces quatre parties-là, il fallait trouver un accord. Et le joueur a été prêt à faire pas mal d'efforts, notamment au niveau du salaire. Il a signé un avenant avec Augsbourg pour réduire son salaire. Tout ça a pris un petit peu de temps, fallait trouver l'option d'achat. Alors l'équipe parle de 3 millions d'euros d'option d'achat, le Progrès parle de 2 millions d'euros en option d'achat. Quoi qu'il en soit, il va avoir 15 matchs, 14 pardon, non 15, pour convaincre les dirigeants qu'à 27 ans, il peut continuer d'écrire la belle histoire qu'il a commencé à écrire l'année dernière avec l'SS. Donc ça, c'est le premier renfort, et il est tacté. Donc ça, personne n'apprendra rien. Si on déroule, on a pris une petite clim, même une belle clim avec le dossier Mimovic hier. Alors pour rappel, Mimovic est un latéral droit serbe de 20 ans qui sortait particulièrement bien parmi les datas, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, et Sainté les dirigeants avaient fait une approche très concrète auprès des dirigeants de l'Étoile Rouge de Belgrade pour le débaucher. Donc il était prêt à offrir 5,5 millions d'euros plus 2,5 de bonus pour atteindre jusqu'à 8 millions d'euros pour un latéral droit de 20 ans. Sauf que initialement l'Étoile Rouge ils ont demandé à ce que ce joueur vienne à Saint-Etienne, mais uniquement après leur dernier match de Ligue des Champions qui s'est joué hier. Parce que quand on remporte un match de Champions League, ça équivaut à un versement d'une prime de 2 millions pour le club. Il a joué avec l'Étoile Rouge, ils ont gagné, ils ont eu leurs 2 millions. Mais par-dessus, ils ont eu, Saint-Etienne a eu une surenchère, l'Étoile Rouge a eu une surenchère pour Mimovic de la part de Fenerbahçe. Il propose non pas 8, mais 8,4 millions, quelque chose dans le genre, avec, et surtout, une approche auprès du joueur et de son entourage bien plus convaincante, puisqu'il lui propose un salaire multiplié par 3, selon les informations émanant de Turquie. Donc le joueur, convaincu par Mourinho et le carnet tchèque, a dit ciao Sainté, je pars du côté de Fenerbahçe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste, donc on est jeudi midi quand on tourne cette vidéo avec vous là, il reste jusqu'à lundi, donc il reste 3 jours pour faire 2 joueurs.
à minima, parce que les dirigeants, ils souhaitent faire 3 joueurs. Donc Cardona, qui peut couvrir le poste d'avant-centre et d'excentré droit, voire excentré gauche. Ils souhaiteraient faire également donc un latéral droit et un milieu de terrain. Mais pour autant, si jamais il y a des opportunités, ils iront. Voilà, mais ça va sortir au dernier moment parce que là aujourd'hui on est sur le latéral droit par exemple, Mimovic c'était notre plan A. Donc voilà, du côté des arrivées. Si je vais du côté des départs, on galère clairement parce qu'on a des joueurs qui ont des salaires confortables et certains durables parce qu'il y en a qui se terminent dans 6 mois. Donc des joueurs comme Mathieu Cafaro, à 27 ans, il a tout intérêt à trouver un club dès maintenant parce que s'il joue pas pendant 6 mois, ben, il aura pas les mêmes propositions l'été prochain. Mais pour autant, ça bouge pas. Et alors qu'un joueur comme Monconduit, qui est aussi en fin de contrat en juin, lui, il a 33 ans. Il se doute bien qu'il ne va pas jouer, ou très très peu si c'est le cas, et que derrière, quoi qu'il arrive, il retrouvera pas les prétentions salariales qu'il a aujourd'hui. Donc voilà. Donc après, par contre, il y a quand même des intérêts et des clubs qui se renseignent. Mais comme ces joueurs-là, ils jouent pas en plus, bah, c'est pas rassurant. Notamment Wadji on a parlé de 2 équipes de Ligue 2 qui se sont renseignées. Voilà, il y en a qui sont venus se renseigner auprès de proches d'Ibrahima Wadji, mais aujourd'hui, bah, on ne sait pas dans quel état physique il est. C'est la même chose pour un Anthony Briançon. Anthony Briançon, il n'a toujours pas fait un seul match cette saison. Et si on rajoute par-dessus ben, des salaires qui sont largement au-dessus de la moyenne de ce qui se fait en Ligue 2, bah, ça facilite pas. Et enfin, pour finir, là où on essaye d'être un peu plus actif, on vient de sortir sur Peuple Vert ce jeudi le départ en prêt de Djibril Othman qui part en D2 belge. Voilà, ça va dans le cadre de l'apprentissage pour qu'ils prennent des minutes. Et Ayman Aiki devrait bien prendre la direction de Bastia. Voilà ce qu'il en est à ce niveau-là, mais c'est un gros échec pour la SS, ce manque de dégraissage, parce que ça coince aussi, on va pas empiler les joueurs non plus, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le mercato. Des Stéphanois donc en quête de renfort durant le mercato hivernal, un mercato qui traîne un petit peu et qui affronteront une équipe du LOSC qui a été touchée en Ligue 1 mais plutôt performant, même très performant en Ligue des Champions, justement pour revenir sur la forme des Dogs. Je vous laisse écouter cet extrait de Raphaël du Petit Lillois. On restait avant le match d'hier soir contre le Feyenoord sur 2 défaites consécutives. Et finalement, même après cet exploit, Bruno Genesio a rappelé l'importance du match à venir. Lille se souvient très bien de ce qui s'était passé lors de son déplacement à Geoffroy Guichard et n'a vraiment pas envie de revivre le même scénario. Donc l'objectif, c'est vraiment de relancer la machine, mais totalement, donc en Ligue des Champions et aussi en championnat, parce que Lille vise le podium, Lille ambitionne de toucher ce podium. Il y a une question d'enjeu comptable, où c'est une question d'honneur finalement aussi ce match. On restait relancer la machine en Ligue 1 puisque le LOSC a mis fin récemment à une série de 21 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Ils étaient invaincus en Ligue 1 depuis le 13 septembre dernier, mais une défaite face à Liverpool en Ligue des Champions a mis fin à cette fantastique série, on peut le dire. Ils se sont inclinés ensuite 2-1 face à Strasbourg au terme d'une rencontre serrée où ils ont mené dans un premier temps, puis se sont inclinés, on va dire, aux derniers instants face à Strasbourg qui marque à la 70e puis à la 74e. On notera en revanche que les Dogs ont gagné mercredi soir, enfin plutôt ont infligé un solide 6-1 face à Feyenoord en Ligue des Champions et assuré du coup une qualification. Une rencontre à sens unique où ils ont marqué de la 4e minute de jeu jusqu'à la 80e. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, ça Sylvain par exemple, est-ce que tu as peur de cette équipe qui, malgré une défaite face à Strasbourg pour le dernier match en Ligue 1, est-ce que tu crois plutôt à un exploit pour la SS ou est-ce que tu penses que c'est un match plutôt abordable ? Oui, j'ai très peur de cette équipe de Lille.
Et comme je l'ai dit en introduction, figure pour moi parmi les meilleures équipes du championnat, si ce n'est la meilleure équipe du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Je les trouve complets sur toutes les lignes. Je trouve qu'il y a des joueurs vraiment intéressants, que ce soit ceux qui sont titulaires ou bien même ceux qui rentrent en cours de match, qui apportent souvent, qui sont souvent décisifs, tout simplement. Donc voilà. Aller chercher des points chez eux, ça sera un exploit. Ne nous mentons pas. Et même un point, ça sera déjà un exploit. C'est l'équipe qui tourne très bien, qui aura à cœur de prendre des points maintenant en Ligue 1 parce qu'ils ont perdu ce match contre Strasbourg et je pense qu'ils espéraient mieux de cela. De plus, hier soir, ils en ont mis 6 et ils ont fait tourner en partie leur effectif puisque Jonathan David n'était pas titulaire, notamment par exemple. Et on sait très bien que c'est l'attaquant titulaire de cette équipe. Donc oui, je suis curieux de voir ce match. Ils joueront sans Benjamin André, sans Zegrova, sans Ismaili. Et malgré tout ça, ça reste une équipe qui est très très compétitive et qui est largement supérieure à l'AS Saint-Étienne, malgré la fatigue des matchs qui s'accumulent pour eux. Hmm. Romain, on a vu une équipe de Saint-Étienne qui avait du mal face à des blocs bas ou en tout cas des équipes un peu plus défensives, des équipes qui venaient jouer le maintien. Est-ce que tu crois à un jeu plus débridé face aux Dogs? Lille, on connaît, c'est une équipe qu'on voit souvent, moi, en tout cas que je regarde souvent jouer. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le système d'Eric Hornland, il essaye d'enfermer les adversaires sur les côtés. Et ça, autant contre Reims, on a surpris, contre Paris, on a encore surpris parce qu'on savait pas trop s'il allait essayer, et même contre un gros du championnat, le plus gros. Et c'est bien ce qui a été fait. Mais depuis, on voit que les équipes, elles s'adaptent. Donc quand je dis qu'elles s'adaptent, Nantes, c'était très clair, leur plan de jeu, c'était bloc bas et on attend. Et on s'est cassé les dents sans se procurer une seule occasion. Alors du moins si, on s'en est procuré deux, mais dont une qui est un exploit individuel et l'autre gâchée par Nguessan. Et contre Auxerre, on a eu la même chose. Une ligne de 5, une ligne de 4, un mec en pointe, bon, du grand classique, mais pour autant, quand on est face à des équipes qui n'ont pas forcément la qualité technique pour sortir de ce pressing-là, ça peut faire vraiment des ravages. Surtout si on est un peu plus créatif, un peu plus de talent devant. Et je pense que, alors on n'est pas revenu dessus, mais j'attends pas du tout Irving Cardona comme un Messi, hein, loin de là, mais il va apporter des qualités qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui, notamment son jeu de tête, son jeu de remise, c'est un peu plus un joueur de rupture qu'un Boaquier. Mais Lille, ils ont la qualité technique pour te faire mal en transition et sortir de ce pressing-là. Et c'est là-dessus, ils connaissent l'intensité de la Ligue des Champions. Et comme l'a parfaitement dit, j'ai mangé son prénom de chez petit Lillois, Raphaël, on est sur une équipe qui a été vexée de s'être fait taper par une équipe de Saint-Étienne qui était la risée du championnat. Au moment où on les a tapés à Geoffroy Guichard. Donc je pense qu'ils veulent se mettre une petite revanche, prendre une revanche sur eux-mêmes, et c'est plus ça qui m'effraie. Je pense pas du tout qu'il faut s'attendre à un excès d'orgueil de la part des Lillois. Voilà. Sylvain, tu crois en cette volonté-là des Lillois de prendre leur revanche? Tu penses que ça pourrait porter l'ASS défaut pour ce samedi? Je pense que ça peut porter défaut à la SS, oui, et en plus de ça, c'est l'équipe qui nous est supérieure, c'est l'équipe qui va nous accueillir, on connaît nos lacunes sur les matchs à l'extérieur, donc oui, ça va être très compliqué, c'est certain. Des Lillois qui seront en tout cas amputés de plusieurs joueurs, des Lillois qui font face à de nombreuses absences depuis le début de saison. On n'aura pas Edon Zegrova, Benjamin André qui sera suspendu aussi, et justement notre intervenant du jour revient sur les absences pour conclure cette partie-là sur le LOSC. Je vous laisse écouter ça. Lille est forcément meilleur avec Benjamin André et Edon Zegrova que sans. Mais de là à s'inquiéter, pas forcément. Puisqu'en fait, Lille est obligé de composer avec énormément de blessés depuis le début de la saison. Et en fait, ça a permis à Lille de se forger un collectif puissant.
dans l'état d'esprit où chaque joueur a pu se montrer à un moment donné. On peut même penser à Mohamed Bayo qui, ces deux derniers matchs, réalise des bonnes performances alors qu'il a très très peu joué. Donc ce qui fait que tout le monde est impliqué et tout le monde a envie de se donner pour le club, pour lui-même et pour le groupe. Et puis ça a aussi permis de créer pas mal d'automatismes entre les joueurs malgré le fait qu'ils n'aient pas toujours joué ensemble. Un collectif qui s'est forgé donc et une rencontre difficile qui se profile pour des Verts qui ont partagé, on va dire, le point du nul, un point du nul frustrant face à la JOCR le week-end dernier, parce que les Verts étaient menés dans un premier temps, ils encaissent un but à la 27e minute par l'intermédiaire de Traoré, ils sont pris dans la transition, mais reviennent au score via Stassin à la 45e minute de jeu. On remarquera des Verts qui sont donc systématiquement menés au score depuis l'arrivée d'Eric Orneland, mais surtout qui ont su gagner 5 points après avoir été menés au score depuis l'arrivée du coach norvégien. Je vais te poser la question, Romain, est-ce que pour toi, cette capacité de revenir dans le match, c'est un élément qui prouve justement la bonne santé de l'effectif stéphanois ? La bonne santé, je sais pas. Ça montre le caractère. Ça montre qu'on est bagarreur. Ça montre qu'on lâche rien. Pour autant, quand t'es mené à chaque fois, autant ça passe parfois. Parce que parce que t'as la qualité, parce que tu mets les ingrédients pour. Mais il y a des fois, ça passe pas. Et je pense pas qu'avec une équipe comme Lille, on ait intérêt à prendre encore un pion parce qu'on a une défense qui est quand même catastrophique hein. Depuis le début de saison. J'ai plus les chiffres en tête, mais pas besoin des chiffres, il y a juste besoin d'avoir des yeux. Chaque match c'est une boulette. Voilà, c'est pas compliqué. On reste quand même sur 2025. Denis Sapia, il a au moins 3, je compte un but, et 3-4 buts pour lui. Voilà, c'est très très compliqué et si tu cours après le score contre une équipe comme Lille, et ben ça l'est encore plus. Voilà. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, si on peut éviter de se tirer une balle dans le pied, alors on va pas y aller pour faire un 0-0, hein, mais un 0-0 avec du jeu qui permet de te rassurer défensivement, je signe dès demain. Hein. Voilà. Sylvain, une équipe de Saint-Etienne qui doit pouvoir compter sur du caractère pour prendre un résultat face au LOSC. Sûrement, oui, c'est certain. Il faudra être rigoureux, il faudra faire preuve de personnalité, il faudra faire preuve de talent aussi, hein, parce que voilà, on a vu les équipes que Lille a été en mesure de battre durant la Ligue des Champions. Voilà, Real Madrid, Atlético Madrid. On parle du gratin du football européen. Donc oui, il va falloir être très 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 costaud. Malgré ça, on joue une équipe qui enchaîne les matchs. Donc c'est pas non plus mission impossible. On joue une équipe qu'on a dérangé quand même sur le match aller, c'était incontestable. C'est d'ailleurs la première fois qu'on a su prendre des points. Et puis voilà, Henrik Orneland est surprenant avec son équipe depuis qu'il est arrivé. Peut-être les matchs où on l'attendait le moins, ils ont répondu le plus présent. Je pense notamment à Paris, je pense à Reims où voilà, on se disait que ça allait être compliqué de mettre en place certaines choses aussi rapidement. Voilà, peut-être que on les attend pas contre Lille, mais en tout cas ils vont faire face à un bloc qui sera pas bas comme Nantes et comme Auxerre. Donc ça peut les avantager, notamment sur de la transition où on s'était montré performant, que ce soit contre Reims et puis même contre Paris lors du début du match. J'ai trouvé que c'était intéressant dans la transition où on s'est créé quelques occasions sympathiques. Donc voilà, avec l'entrée de Cardona qui est aussi un joueur de profondeur, un joueur qui va vraiment appeler dans le dos des défenses avec des déplacements qui peuvent être intéressants. Ça va apporter autre chose que David-Ashvili et Boki qui sont des joueurs de vitesse mais pas forcément des joueurs de profondeur. Ils préfèrent demander dans les pieds pour pouvoir aller percuter ensuite balle au pied. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça... je suis d'accord avec toi. Une fois qu'on a dit tout ça, il faudra maintenant mettre en application tout ça. Ça reste une équipe qui va nous mettre en difficulté, notamment sur les ailes, avec des ailiers qui sont performants et qui peuvent nous faire mal au regard de la forme actuelle de nos deux latéraux titulaires. Donc voilà, à voir comment ça va tourner. Ouais, et puis on récupère Bouchoirie, mine de rien. Louis Mouton est a priori grippé, mais on peut très bien faire enchaîner un Mathis Amougou qui
J'ai vu son match contre Auxerre avait fait un petit peu débat. Moi, je l'ai trouvé plutôt prometteur. Il n'a pas tout réussi, loin de là, hein. Mais je pars pas défaitiste parce que Mathis Amougou remplace Louis Mouton dans l'entrejeu. Loin de là, je pense qu'il en a encore bien sous la semelle et on peut clairement aller loin, du moins aller plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui avec lui. Donc un Benjamin Bouchoirie qui va permettre d'apporter une touche technique au milieu de terrain qui a clairement manqué face à Auxerre parce que on a très bien vu que Lamine Fomba c'est pas un joueur de Ligue 1, voilà. En tout cas pas dans ce jeu-là. Si c'est un jeu bagarre, duel, etc. Ok, mais dans un jeu face à un bloc bas, ça manque de finesse pour la dernière passe, ça y est pas, clairement. Donc même Louis Mouton nous a manqué parce qu'il fait preuve aussi d'une certaine finesse offensive, technique je veux dire. Et du coup, ça c'est quelque chose qui nous a manqué à Auxerre. On a vu que c'était pas forcément déterminant face à Nantes, mais pour autant c'est indispensable pour le jeu qu'on essaye de prôner. Donc on va y aller avec ambition, aucun doute là-dessus. Maintenant, on a quand même des arguments à faire valoir. Voilà, donc hâte de voir ça. C'est ça. Moi, au-delà de ça, j'ai hâte de voir le binôme entre Amougou et Bouchoirie sur un peu plus qu'une vingtaine de minutes à la fin d'un match, comme on a pu le voir. Voilà, je suis curieux de voir comment les deux choses vont s'articuler. Amougou a eu aussi pas mal de déchets la semaine dernière, mais je l'ai trouvé. J'ai aimé cette volonté de jouer vers l'avant. Il savait que voilà, Fomba, il sait que c'est pas sa qualité première à lui, donc il a essayé de mettre en place ça en forçant peut-être même quelques fois. Mais avec Bouchoirie qui en est capable, ça t'offre deux joueurs qui sont en mesure de jouer vers l'avant, vu que Mouton sera a priori un peu affaibli. Ouais, curieux de voir. Avec Ikwa derrière, le trio, il peut être sympa aussi. C'est ça, une équipe stéphanoise qui pourra donc compter sur plusieurs retours, en tout cas là, d'après ce qu'a annoncé Eric Orneland en conférence de presse ce jeudi, puisque Ivan Masson devrait faire son retour sur les terrains. Cardona qui intègre donc l'effectif, Bouchoirie et Mouton également, même si Mouton est annoncé plutôt malade. On verra s'il est dans le 11 ce samedi, au détriment, enfin en tout cas au bénéfice de Mathis Amougou, et Boaké dans la même situation, incertain on va dire. Puis on a aussi une charnière défensive qui est immuable avec Nadé et Dylan Batubinseka qui sont performants. Alors je vais vous reposer la question, vous avez évoqué un 11 avec Mathis Amougou. Romain, de ton côté, qui est-ce que tu alignes au milieu de terrain? Est-ce que tu repars sur la formule gagnante? Est-ce que tu réessayes Mathis Amougou? Dis-nous tout. Moi je ferais enchaîner Mathis Amougou que j'intégrerai avec Benjamin Bouchoirie qui est une pièce maîtresse de ce dispositif aujourd'hui. Voilà. J'aurais pu très bien pu comprendre que Louis Mouton reprenne sa place parce qu'il a pas déçu ces derniers temps et que la paire qu'il forme avec Bouchoirie fonctionne, mais à partir du moment où il est affaibli, le coach, je pense qu'il ne prendra aucun risque à ce niveau-là, et la grippe cette année elle est un peu violente, donc c'est même pas impossible alors je sais, j'ai pas encore écouté la conf, mais ça se trouve il sera même pas dans le groupe, quoi. Donc là-dessus, moi je partirai avec la même équipe que la semaine dernière, sauf que je mets Bouchoirie à la place de Lamine Fomba et je tente un petit Cardona devant, vu que Boaké semble également malade. Sylvain, de ton côté, Cardona, ça se tente une titularisation à la place de Boaké? En tout cas, si on lit... On l'a perdu. Romain, de ton côté, tu tentes Cardona? Non, après, par contre, alors oui, mais je tente Cardona si Boaké est plutôt convalescent. Après, nous, les premiers échos qu'on a, c'est qu'Irvine Cardona, il est complètement prêt à l'entraînement aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, on n'est pas sur un joueur en manque de rythme, même s'il faudra qu'il enchaîne les matchs, etc. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui est en forme et qui est apte à jouer tout de suite. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas si Boaké n'est pas en pleine possession de ses moyens. Et après, derrière, on a un Ivan Masson qui va probablement retrouver le groupe. Et si tel est le cas, ça serait sympa de le voir enquiller quelques minutes de temps de jeu pour pouvoir reprendre la forme. Parce qu'on a vu que au niveau des latéraux,
c'est pas l'agence touriste, quoi. C'est clairement là que le bas blesse, quoi. Clairement, dans cette équipe, Denis Sapia et Léo Petro, alors on peut absolument rien leur reprocher, parce qu'ils sont toujours là, il n'y a pas un pépin physique, etc. Mais c'est limité, voilà, tout simplement. Pour rebondir juste par rapport à ce que tu disais, moi je pense que pour suivre la logique qui a été celle de Horneland jusque-là, notamment à Nantes où Boki était incertain, il a fait le choix de titulariser N'Guessan. Donc si Boki est incertain comme il l'a annoncé en conférence de presse et malade, je pense que logiquement il se tournera vers Cardona d'entrée. Il est conscient que Cardona n'a probablement pas encore les 90 minutes dans les jambes. Donc il sait qu'il se laisse une cartouche avec Boki à ce moment-là pour rentrer comme il l'avait fait contre Nantes et pourquoi pas débloquer la situation comme il l'avait fait contre Nantes. En tout cas, l'arrivée de Cardona, ça offre quelque chose de positif puisque ça permet d'avoir une cartouche supplémentaire offensivement, c'est certain. Après, pour voir le 11 plus globalement, je pense que sinon il va être dans la lignée de ce qu'il fait. La question Mouton à Mugo, elle se pose également, mais pour moi, elle est sur la même veine que la question Boki-Cardona. Si Boki et Mouton étaient malades, un peu affaiblis, et n'ont pas pu s'entraîner convenablement, en tout cas comme l'aurait voulu Horneland cette semaine, je pense qu'il les utilisera comme des super subs et faire rentrer Mouton et Boki dans ce genre de match, c'est pas s'affaiblir. Et c'est déjà une bonne chose parce que sur les derniers matchs, malheureusement, les joueurs qui rentraient... ils apportaient pas forcément les bénéfices qu'on espérait d'eux, de joueurs qui sont frais et qui pourraient changer le cours du match et apporter une plus-value certaine. Très bien, messieurs, pour terminer cet avant-match, on va évidemment passer par la case des pronostics, notre intervenant du jour. Donc, Raphaël nous a dressé la manière, comment est-ce qu'il voit la rencontre, comment elle va se dérouler. Je vous laisse écouter ça. Mais je partirais plutôt sur un match ouvert, puisque je vois que les Verts sont très intéressants depuis l'arrivée du nouveau coach. Donc je partirais sur un match à un but avec, 3-1 pour Lille. Une victoire 3-1 du LOSC pour Raphaël. Romain, à quoi est-ce que tu t'attends de ton côté ? J'ai envie d'être optimiste parce que cette équipe elle montre quand même des choses, c'est quand même bien plus agréable de la regarder aujourd'hui qu'il y a un mois. Donc j'ai envie d'être optimiste et de me dire qu'on va aller chercher contre toute attente notre première victoire à l'extérieur. Voilà, sur un match débridé avec un 2-1 à la clé pour Saint-Étienne. Et en buteur, je dirais Cardona parce que non pas que j'attends des miracles de ce joueur, il y a parfois des histoires entre un joueur et un club. Ce mec, je pense que tu le mets n'importe où, il marchera pas aussi bien qu'à Saint-Étienne. Et alors là, c'est à l'extérieur, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais j'ai envie de croire à la belle histoire, à la belle alchimie et le côté un petit peu paranormal avec ce gars-là. Voilà, mais bon. Je suis pas bon en prono, mais j'espère taper juste cette fois. Sylvain, tu crois en un résultat positif à l'extérieur ? C'est pas... Honnêtement, en 75% des cas, malheureusement, je pense que non. Mais il y a toujours ton côté affect et ton côté de supporter qui te ramène à une forme de folie, de croyance par rapport à ça. Honnêtement, je signerais volontiers pour un match nul là, maintenant, tout de suite. Après, chaque match a son histoire, chaque match a son scénario. Peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, Davidashvili part à la limite du hors-jeu, il se fait crocheter carton rouge pour Lille et puis c'est un autre match qui commence. Donc voilà, j'espère qu'on ramènera des points parce que là on a un trio Lille, Rennes, Marseille qui se présente où il va falloir quand même faire des points. Et j'avoue que c'est un trio qui m'inquiète un peu. Rennes, c'est en train de faire un mercato XXL parce qu'ils ont peur, ils ont viré leur entraîneur, ça part dans tous les sens et en même temps c'est ce qui peut leur permettre de se remettre à l'endroit. Est-ce qu'on les jouera quand tout est un peu encore sans dessus dessous ou bien est-ce qu'on les jouera quand ça commence à se remettre à l'endroit? En même temps ils étaient à l'envers quand on les a joués, ils nous en ont mis 5 quand même. Donc voilà, c'est toujours difficile de quantifier, d'imaginer parce que en fait c'est très très imprévisible. Au-delà de Rennes, moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que sur cette période-là, nous, on a 2 déplacements, Lille-Marseille,
Et déjà ce week-end-là, Angers, ils reçoivent Le Havre. Pour moi, Le Havre, ils sont quasiment condamnés. C'est l'équipe la plus faible parce que même quand Montpellier était à la cave, ça produisait plus que Le Havre. Pour regarder beaucoup de matchs de leur part, c'est quand même assez catastrophique. Et si Angers prend encore 3 points et que toi tu t'inclines à Lille, tu commences à prendre un peu de retard. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'Angers, on les joue juste après le déplacement à Marseille. Et j'aimerais bien qu'ils restent à portée de fusil avant de venir à Geoffroy Guichard pour les taper à la maison et recoller. Parce que ces équipes-là, elles sont... Alors Angers est bien, hein, mais ils restent quand même relativement proches. Mais tu as aussi Reims, tu as Auxerre qui est... Moi, je demande à voir. Ils ont une belle petite équipe, mais il n'y a pas un gouffre entre eux et nous. Et ces équipes-là, voilà, c'est quelque chose j'aimerais bien les garder à portée de fusil. Et ça va pousser derrière, notamment Montpellier qui joue vendredi soir face à Lens à la maison. Donc voilà, c'est plus ça qui m'inquiète moi ce week-end. Donc un point, je le signe aussi, évidemment. C'est ça, une rencontre capitale pour la SS dans la course au maintien. Une rencontre donc qui se jouera, pour rappel, ce samedi 1er février 2025 à 22h05 au stade Pierre-Mauroy, sous les ordres d'Éric Vatelier. Une rencontre qui sera donc diffusée sur DAZN. Messieurs, merci pour votre disponibilité pour faire cet avant-match. Évidemment, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Peuple Vert, c'est la meilleure manière de nous soutenir, et surtout à faire vos commentaires, à faire des commentaires pour nous donner des ajustements, on va dire, sous cette vidéo. C'est la meilleure manière pour nous de vous proposer un meilleur contenu. Messieurs, je vous souhaite un bon match et à très vite pour l'avant-match, et puis allez les Verts. Allez les Verts. Ciao.